Introduit. Donc, je vais vous présenter mes travaux de recherche que j'ai effectués à l'IRFU au CEA pendant 3 ans. Deux sujets de recherche, la recherche du boson de Higgs, comme indiqué sur objet, et la mesure de la symétrie de la production T bar, avec les états finaux dileptoniques dans l'expérience D0 auprès du T-vatron. Alors, le sommaire de cette présentation sera le suivant. Dans un premier temps, je vais introduire rapidement la physique des particules avec le modèle standard, très brièvement. Je passerai ensuite au contexte expérimental qui a permis d'effectuer ces deux analyses. Nous parlerons ensuite du premier travail de cette thèse, qui est donc la recherche du boson de Higgs dans le canal dimuonique. Et le second sujet, la mesure de la symétrie avant-arrière de la paire de quark-top dans le canal dileptonique cette fois-ci. Et nous conclurons. Dans un premier temps, l'introduction, rapidement, on parlait du modèle standard, qui est le cadre théorique utilisé en physique des particules, qui va permettre de décrire les particules et leurs interactions. Il y a plusieurs secteurs dans le modèle standard. Le secteur de la matière, qui est représenté par les familles de quarks et la famille des leptons. Le secteur des interactions avec la famille des bosons de jauge, ici en rouge. Et le secteur du Higgs. C'est d'ailleurs le secteur du Higgs qui va m'intéresser dans une première partie. Nous allons parler de ce boson qui a été découvert récemment, en juillet 2012. Nous essayons de voir comment nous effectuons cette recherche avec l'accélérateur D0, l'accélérateur T-vatron avec le détecteur D0. Et le second sujet de la thèse va parler de la particule la plus lourde du modèle standard, qui est le quark-top, représenté ici, qui a été découvert au Fermilab en 1995 et dont nous chercherons à mesurer la symétrie production T-bar. Le contexte expérimental de ces analyses, j'entends par là de quelle façon allons-nous produire les collisions et les désintégrations de particules que nous avons étudiées. Donc je parle dans un premier temps de la production des collisions avec l'accélérateur T-vatron. Le T-vatron, donc vous avez ici une vue aérienne avec les deux expériences, l'expérience D0 dans laquelle je fais partie et l'expérience CDF. Le T-vatron, j'ai oublié de rappeler que c'est un accélérateur de particules qui est à proximité de Chicago, aux États-Unis. C'est un accélérateur proton-antiproton, dont l'énergie de fonctionnement est d'environ 2 TeV. La période de prise de données que nous utilisons pour faire les deux analyses, c'est la période qui s'appelle le RUM2, c'est une période d'enregistrement qui s'étend d'avril 2002 jusqu'à septembre 2011. Et pendant cette période de données, nous avons enregistré une luminosité totale de 9,7 photobar inverse. Il faut rappeler l'arrêt du collisionneur qui a été programmé à la fin du RUM2 justement, en septembre 2011. Nous allons maintenant passer à la façon dont nous observons les désintégrations des particules qui sont produites avec le détecteur D0, que je présente ici. Alors le détecteur D0, donc vous avez ici une coupe, une vue transversale en coupe du détecteur. C'est un détecteur classique en physique des particules puisqu'il est composé de sous-systèmes de détection. J'ai représenté d'ailleurs sur ce graphique l'axe du faisceau, représenté ici par l'axe Z, et l'axe Y perpendiculaire à l'axe du faisceau. Au plus proche du faisceau et de la collision, on a le premier sous-détecteur qui s'appelle le détecteur de traces, composé de détecteurs à micropiste de silicium et de fibres scintillantes. Son rôle, ça va être de reconstruire la trajectoire des particules chargées. Autour de ce sous-détecteur, on remonte un petit peu plus à l'extérieur du détecteur, on trouve la partie blanche, c'est le calorimètre, qui est composé d'une partie centrale et d'une partie avant-arrière, qu'on appelle le calorimètre au bouchon, présenté donc ici, avec un milieu actif, un milieu absorbant. Le milieu actif, c'est l'argent liquide, le milieu absorbant, l'uranium. Le rôle du calorimètre, c'est de mesurer l'énergie des particules chargées, électromagnétiques, notamment celles qui nous intéressent ici, les électrons et les jets. Autour du calorimètre, le dernier sous-système de détection, le système anion qui regroupe en fait plusieurs sous-détecteurs. Alors, d'abord un aimant par détecteur, l'aimant toroïdal qui va permettre de courber la trajectoire des particules, et le système anion composé d'ondes à dérive et de scintillateurs. Et le rôle du système anion, évidemment, c'est de mesurer l'énergie d'induction des ions qui sont produits. À titre d'indication, d'information, j'ai noté ici les résolutions en énergie pour des particules à 40 jets, pour les particules qui nous intéressent, les ions, les électrons et les jets. Nous pouvons donc passer maintenant au premier sujet de cette thèse, qui est la recherche du boson de Higgs dans le canal dimuonique. Et le plan de ce travail est le suivant. Donc 3 parties. La première partie phénoménologique, pour rappeler brièvement le mécanisme de Higgs, et puis comment produire ces particules, comment elles se désintègrent, avant d'observer les événements que nous allons pouvoir utiliser pour faire cette recherche. Et en dernière partie, justement, la description de la méthode de recherche à proprement parler qui nous permettra d'obtenir le résultat final.
La partie phénoménologique débute donc sur le rappel théorique du mécanisme de Higgs qui intervient dans le secteur électrofaible. Le secteur électrofaible, la symétrie électrofaible qui est régie par le groupe de jauge SU2 croix M1. Dans la théorie, la variance de jauge exige l'existence de bosons vecteurs sans masse, tandis que les expériences en physique des particules ont montré que ces bosons vecteurs avaient justement une masse, donc une contradiction qui peut être résolue si l'on brise explicitement la symétrie électrofaible. Et pour briser cette symétrie électrofaible, nous allons introduire un doublé du champ phi sur la symétrie SU2 dans le Lagrangien, avec un Lagrangien de Higgs, qui sera composé d'une partie cinétique, avec le champ phi, et d'une partie potentielle, les deux phi que j'ai représenté ici à droite, avec les paramètres π lambda. Si l'on représente ce potentiel B2 phi graphiquement, on obtient les formes que vous avez. En bas, il y a de la diapositive. C'est pour cela qu'on appelle ce potentiel qu'il a une forme de chapeau mexicain. Vous le voyez d'ailleurs sur la première figure, pour la valeur du champ phi égale 0, nous sommes pour une configuration qui est instable. La valeur stable du champ va être obtenue par le choix spontané d'un minimum. Cette fois-ci, la configuration du champ sera stable, le cercle du minimum autour du centre du potentiel. Et en effectuant justement ce choix de minimum spontané, nous brisons la symétrie électrofaible. C'est ce que nous voulions au début. Et parmi les 4 degrés de liberté de ce champ phi, en choisissant spontanément ce minimum, 3 d'entre eux correspondent à des bosons de Goldstone qui vont permettre de donner la masse au boson W plus W moins 0. Et le dernier degré de liberté, le degré de liberté restant, sera apparenté au champ de Higgs et il apparaît dans la théorie comme un champ scalaire réel de masse de racine de 2 carré. Ce sera ensuite l'interaction de ce champ de Higgs avec les autres particules qui permettra de leur donner une masse. Nous passons maintenant à la description du contexte expérimental en 2011 lorsque j'ai commencé ma thèse. Donc ici, j'ai représenté les intervalles de masse du boson de Higgs avec les différentes exclusions par les différentes expériences en mars 2011. Les expériences du LEP ont exclu l'intervalle en masse qui s'étend jusqu'à 114 GeV, comme vous le voyez, à 95% de confiance en vert, et également cet intervalle à 185 au-delà de 200 GeV. Pour le Thévatron, c'était l'intervalle 157-173 GeV, exclu à 95% de confiance à ce moment précis. Donc vous le comprenez rapidement, nous avons encore tout un champ d'action à explorer, plutôt un intervalle de masse à explorer à ce moment précis, l'intervalle qui est en blanc, qui reste. C'est pour cela que le Thévatron a donc un rôle à jouer à ce moment où j'ai commencé ma thèse. Il faut néanmoins se rappeler que le LHC a débuté sa prise de données en 2010 et que les premières analyses sont en cours. Regardons maintenant comment produire le boson de Higgs. Pour cela, nous pouvons regarder ce diagramme qui présente les sections efficaces de production du boson de Higgs en fonction de sa masse. Il y a plusieurs façons de le produire. Dans un premier temps, le processus de fusion de gluons. Deux gluons vont fusionner, il y a une boule de Quark pour produire un Higgs. La section efficace est représentée en bleu. Il y a également le processus de fusion de bosons, deux bosons Z ou deux bosons de W qui vont donner un Higgs, représenté en rouge sur ce graphique. Et en vert et en gris, les productions associées, aussi appelées X-Strahlung, ou un W ou un Z virtuel pour produire un W et un Z réel, associés donc à un X. La section efficace la plus importante, c'est bien celle du processus de fusion de gluons, auquel nous allons nous intéresser. Et pour le RUN 2, c'est-à-dire la prise de données plus considérée, à 125 GeV, le boson de Higgs a été produit en quantité à peu près égale à 8000 bosons de Higgs. Cette production à des 0. Nous avons produit ce boson de Higgs, maintenant nous cherchons à savoir comment il va se désintégrer. Pour cela, on peut observer le rapport d'embranchement en fonction de la masse de Higgs. Ce que l'on peut observer ici, j'ai séparé ce diagramme en deux parties, la région à basse masse qui s'étend jusqu'à 135 GeV, et de 135 GeV à 200 GeV, la région à haute masse, celle avec laquelle justement nous nous intéressons, parce que nous avons un rapport d'embranchement dit boson de W qui est le plus important comme vous le voyez ici. C'est celui-là auquel nous allons nous intéresser. Donc si je reprends depuis le début, nous avons production via fusion de gluons d'un boson de Higgs et des intégrations de W. On va maintenant chercher à savoir comment ces deux W vont se désintégrer. On peut regarder ce schéma pour rappeler que l'état final hadronique est favorisé à 46%, c'est les plus grandes désintégrations. En GMX, ce n'était pas vraiment faisable au Thévatron et à LHC parce qu'on a énormément d'événements de bruit de fond, notamment des bruits de fond qui sont difficiles à assimiler. Nous avons l'état final semi-leptonique qui contribue à 35%. Où il y a beaucoup de signal, mais également beaucoup de bruit de fond. Et nous nous intéressons plutôt à l'état final dileptonique, qui est la plus petite partie des intégrations. Nous avons peu de signal, mais également peu de bruit de fond. Mon canal d'étude, c'est donc celui-ci.
fusion de muons, production de X, de W, et chacun des W donne un muon et un neutrino dans l'état final. La signature du signal est donc claire, puisque nous recherchons deux muons de charge opposée, avec une impulsion transverse assez grande, un ordre de Tigèbre, la présence d'énergie transverse manquante avec les deux neutrinos de l'état final, et une dernière caractéristique qui est propre au X, puisque c'est un boson scalaire de spin 0, cette caractéristique de spin va être transmise aux deux bosons de W, également aux deux muons de l'état final, ce qui va avoir pour conséquence que les deux muons seront très proches l'un de l'autre, la distance angulaire se rapproche. Et ça, c'est une variable discriminante importante de l'analyse, qui caractérise le X. Maintenant, nous voulons savoir, après avoir caractérisé le signal, quels sont les bruits de fond de l'analyse. Je les ai séparés en trois parties. La première partie, les bruits de fond réductibles, où l'énergie des muons qui sera mesurée sera mal mesurée et qui conduira donc à la prise en compte d'énergie transverse, elle aussi faussée. Le bruit de fond réductible que nous avons dans l'analyse, c'est le bruit de fond Z plus J. Les bruits de fond irréductibles, en haut à droite, où la signature sera identique à celle du signal, comme pour le TT bar, ou le bruit de fond diboson de W. Et les bruits de fond instrumentaux, la dernière partie, comme le W plus jet, ou le bruit de fond multijet. Dans ce cas-là, ce seront des muons qui proviendront de jet, mais qui seront reconstruits comme faussement isolés, qui donc imiteront encore une fois la topologie du signal. Nous voulons savoir à présent comment modéliser ces différents processus. Les processus de signal, les signaux sont générés avec le générateur Pythia, que ce soit pour la production du boson, la production associée ou la fusion du boson vecteur. Pour les bruits de fond, nous utilisons pour le bruit de fond W plus jet et Z plus jet le générateur Algen interfacé avec Pythia, pour des bosons et des bar, le générateur Pythia uniquement, et pour le multijet, nous estimons d'après les lignes. Une fois que nous avons la simulation à disposition, nous allons effectuer quelques normalisations, afin que les simulations reproduisent les données à ce stade de l'analyse. Ce que nous allons faire, c'est considérer une région de contrôle, qu'on appelle la fenêtre de masse du Z, qui s'étend de 90 à 120 G. C'est celle-là que nous allons utiliser pour effectuer les différentes normalisations. Une première normalisation, dite inclusive, parce qu'elle concerne tous les bruits de fond. Son but, ça va être de réduire l'influence de l'erreur sur la luminosité et sur l'efficacité de sélection en normalisant l'ensemble des bruits de fond aux données dans cette région. La seconde normalisation, elle, concerne une correction faite du générateur Algen pour la multiplicité Z plus jet qui est mal simulée. C'est une correction que nous allons effectuer exclusivement pour les fonds Z plus jet pour les sous-canaux 0, 1 et 2 supérieurs à 2 jet. Quelle est la stratégie de notre analyse à ce stade, maintenant que nous avons défini comment nous sélectionnons le signal et les bruits de fond? Ce que nous voulons, c'est maximiser l'acceptance parce que le rapport signal sur racine de B est très bas. Pour cela, on a deux façons de le faire. Nous pouvons dans un premier temps optimiser les coupures de sélection pour la sélection de muons de notre signal et utiliser des termes de déclenchement spécifiques que je vais décrire dans la diapositive suivante. La seconde étape, ce sera ensuite de séparer le plus possible les éléments de signal des éléments de bruit de fond avec des techniques d'outils d'analyse multivariés, comme les arbres de décision stimulés, les BDT, qui seront entraînés pour chaque masse de X et que je vous détaillerai tout à l'heure. La troisième partie, ce qu'on va vouloir faire, c'est augmenter la sensibilité de notre analyse le plus possible, et pour cela, on va diviser l'analyse, ou plutôt les lots de données, en sous-catégories. Une première catégorie qui dépendra du nombre de jets dans l'état final, comme j'ai dit tout à l'heure, 0, 1, 2 supérieur à 2 jets, et des régions riches ou pauvres en événements dibosons de W. L'avant-dernière étape, nous allons valider notre technique d'analyse à l'aide d'une mesure de la section efficace de production dibosons. Et la dernière étape, ce sera de comparer les événements de données que nous observons par rapport aux événements de bruit de fond pour conclure, peut-être heureusement, pour un excès dans les données ou au contraire des limites d'exclusion du boson de Higgs pour couvrir l'intervalle en masse blanc dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, la première étape, c'était de maximiser l'acceptance. Une des façons de le faire, c'est de choisir des termes de déclenchement adéquats. Ce que nous avions fait avant avec cette analyse, c'est d'utiliser tous les termes de déclenchement inclusifs, qu'on appelle le trigger inclusif, qui correspond à la combinaison logique de tous les triggers à des zéros. Alors, c'est l'avantage principal de ce terme de déclenchement, c'est qu'on maximise l'acceptance, on prend le maximum d'événements. Par contre, ce terme de déclenchement n'est pas simulé à des zéros, ce qui a pour conséquence visible le graphique en bas à gauche qui représente l'impulsion transverse du nombre primaire. Et vous voyez le bruit de fond, ici de couleur grise, pour le bruit de fond Z plus jet, reproduit assez mal la distribution de données représentée par les croix, comme vous voyez ici. Ce qui
qui serait plus intéressant, c'est d'avoir le trigger en termes de déclenchement le plus inclusif possible, avec le maximum d'acceptance, et qui soit simulé à des zéros, ou qui reproduise bien les données. C'est ce que nous avons utilisé avec le trigger single union OR, que je vais appeler trigger SMOR par la suite, qui lui, sa définition, c'est la combinaison ou logique de tous les triggers qui sélectionnent au moins un union. Cette fois-ci, pour les mêmes événements de la simulation et des données qui passent au trigger single union OR, j'ai représenté l'impulsion transverse du mur primaire, et vous voyez cette fois-ci que le bruit de fond Z plus jet, la simulation reproduit particulièrement bien les données par rapport au trigger inclusif. Son efficacité relative à ce trigger SMOR, relative par rapport au trigger inclusif, c'est 86%. Ce que nous voulons faire donc, c'est corriger la simulation afin de prendre en compte ce terme de déclenchement single-union. Plusieurs corrections vont être faites. La première étape, ça va être de mesurer l'efficacité du trigger SMOR dans les données, puis d'appliquer dans la simulation. La seconde étape, nous allons commencer à comparer les distributions de données SMOR et de simulation SMOR, ce qu'on a pu faire sur la diapositive suivante. Et vous allez voir qu'à base d'impulsion transverse, un accord n'est pas tellement bon, dans des accords jusqu'à environ 30 GeV. Et c'est ce que nous allons prendre en compte en corrigeant la simulation. En fait, cela vient du fait que le trigger SMOR ne prend pas en compte la dépendance en PT, en simulation. La troisième correction concerne nous regardons l'accord entre les données inclusives et les données SMOR, et nous voyons qu'il y a une différence de normalisation que nous prenons en compte. Donc, nous calculons ce rapport, l'efficacité du trigger SMOR, en prenant le nombre d'éléments dans les données qui passent au trigger SMOR et le nombre dans les données qui passent au trigger inclusif. On prend en compte cette correction. La dernière correction ne concerne pas la normalisation, mais la forme, cette fois-ci toujours en comparant données inclusives et données SMOR. On voit des désaccords apparaître au niveau de certaines variables, plusieurs variables, notamment la variable détecteur état pour le mur primaire. Et vous voyez que le désaccord maximum de l'ordre de 35%. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectué une correction de forme multidimensionnelle, donc qui prend en compte les différences de forme entre toutes les variables qui montrent un désaccord, pas toutes mais certaines. Et en utilisant cette correction de forme, on arrive à réduire le désaccord maximum à 4% cette fois-ci, ce qui est assez satisfaisant. Au final, l'efficacité de trigger finale que nous obtenons est de 92%, et l'accord entre les données et la simulation est plus proche de 1, puisqu'évidemment le but c'était de mieux contrôler notre simulation. Regardons maintenant à ce stade de l'analyse, après correction de trigger, l'accord entre les données et la simulation. Vous l'avez ici pour des variables importantes de l'analyse, la masse invariante 10 millions, la distance angulaire entre les deux ions, une énergie transverse manquante en bas à droite. Vous voyez, l'accord est bon entre données et simulation. Le bruit de fond le plus important, c'est le bruit de fond Z plus jet, ici en gris, notamment pour l'énergie transverse manquante. Vous voyez qui pique à 0 évidemment, puisque vous avez des éléments Z plus jet avec uniquement 2 millions dans l'état final, pas d'énergie transverse manquante. Le nombre d'événements de données que nous sélectionnons s'élève à 811 000 événements de données pour une prédiction d'événements de signal à 125 GeV de 21,4 uniquement. Donc c'est un rapport signal sur bruit très bas, de l'ordre de 10-5, comme vous pouvez le constater. Cela nous amène à la section suivante. Comme le rapport signal sur bruit est très bas, on va essayer d'éliminer le maximum de bruit de fond tout en gardant une quantité de signal raisonnable en utilisant les méthodes d'analyse multivariées pour effectuer la discrimination de signal. Donc ce graphique, ce schéma plutôt, vous présente le lot de données inclusives que je viens de vous présenter précédemment. Nous partons de celui-là. Nous allons entraîner un premier arbre de décision stimulée, le Drelian BDT, dont le but va être de séparer les événements de signal des événements Z plus jet, qui nous sont le plus importants, je viens de montrer tout à l'heure. Donc nous allons l'entraîner, l'utiliser dans les sous-canaux 0 jet, 1 jet et le canal avec 2 ou plus de 2 jets. La seconde étape, ça va être d'utiliser un second BDT, le diboson BDT, dont le but va être de séparer les événements diboson EW des autres bruits de fond de l'analyse. Nous l'effectuons, c'est-à-dire nous l'entraînons, nous utilisons le canal 0 jet et 1 jet. En utilisant ce BDT, on va pouvoir séparer une nouvelle fois ces sous-canaux en deux sous-catégories, les régions pauvres en événements diboson de W et riches en diboson de W, pour ces deux sous-canaux. Et pour terminer, le discriminant final, qui était le troisième BDT utilisé dans cette analyse, qui lui va séparer les événements de signal des bruits de fond restants à ce stade de l'analyse, qui va être utilisé, entraîné dans les 5 sous-canaux de cette analyse. Donc 0 jet pauvre en W, riche en W, pareil pour le 1 jet et pour le sous-canal de jet. Je vais décrire ces BDT dans les diapositives suivantes. Le Drelian BDT. Le but de ce BDT, c'est de séparer les événements de signal de bruit de fond Z plus jet, je l'ai dit tout à l'heure. Les variables d'entrée de ces BDT sont reliées à la topologie du signal, donc principalement reliées à l'énergie transverse manquante pour le Z plus jet.
Et pour les sous-canaux 0, 1 et 2 jet, nous n'utilisons pas le même nombre de variables, 13 pour le 0 jet, 15 pour le 1 jet, et pour le 2 jet, 22 variables. En sortie de ces BDT, ce que nous obtenons, ce sont des distributions comme celle-ci, en haut à droite, des distributions de sortie de ces BDT, où les événements de signal vont piquer aux alentours de 1, comme vous voyez ici, le signal est représenté en noir, ou aux alentours de moins 1 pour le bruit de fond, idéalement. Donc une séparation parfaite, idéalement, si vous voyez que c'est pas le cas. Ce que nous allons devoir faire avec cette variable, c'est qu'elle va nous aider à séparer les événements de signal du bruit de fond. On va essayer d'effectuer la meilleure coupure possible pour enlever le maximum de bruit de fond tout en gardant le maximum de signal également, en utilisant cette coupure. Pour le canal 0 jet, nous coupons à 0,95. Concrètement, lorsqu'on effectue cette coupure, on enlève donc tous les événements qui sont sur la gauche. Ça a pour conséquence, par exemple, si on observe la masse invariante d'ion, nous avons ce graphique-là, que j'ai présenté tout à l'heure, avec un rapport signal sur bruit de 10-5, qui passe à 10-3 cette fois-ci. Vous voyez, le Z+J a fortement diminué, le signal a perdu un peu d'éléments de signal également, mais pas énormément, c'est la coupure la plus optimale. Donc ce BDT a rempli son rôle jusqu'à présent. Le second BDT, c'est le diboson BDT. Donc là, cette fois-ci, le signal, entre guillemets, qu'on va essayer de sélectionner, c'est le diboson de W par rapport aux autres bruits de fond. Donc nous l'utilisons pour les canaux 0 jet, 1 jet. Les variables d'entrée supplémentaires de ces BDT sont reliées à principalement la variable d'identification des jets de B. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir 2 sous-canaux supplémentaires à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les variables de sortie de ce 2WBDT pour le canal 0 jet est représenté à gauche et pour le canal 1 jet à droite. De façon similaire à ce que j'ai dit tout à l'heure, à 1, vous voyez que le signal que nous sélectionnons va piquer. Ici, c'est le diboson de W en rouge, le bruit de fond à 0, et pareil pour le 1 jet. Les coupures sont symbolisées en rouge, donc 0,60 à peu près pour le 0 jet et 0,62 pour le 1 jet. Le dernier BDT utilisé, le discriminant final, son but, ça va être de rejeter tous les bruits de fond restants à ce stade de l'analyse, donc utiliser, entraîner pour les 5 sous-canaux à ce stade de l'analyse. Et vous voyez ici les variables de distribution finale en sortie de ces BDT pour le 0 jet, pauvre en W, riche en W, d'ailleurs on le voit avec le diboson en vert qui est plus important qu'à gauche, c'est ce à quoi nous nous attendions. Mais un jet pauvre en W, un jet riche en W, le 2 jet en haut à droite. Ce sont ces distributions finales que nous utiliserons pour l'analyse statistique, donc je reviendrai à la fin de l'analyse et qui nous permettra de conclure. Quelles sont les incertitudes systématiques de l'analyse? Il faut savoir qu'il y en a 2 types. Il y a les incertitudes de forme qui vont affecter la forme des distributions et les incertitudes plates qui affecteront la normalisation de ces distributions. Donc elles sont résumées ici et celle que j'ai soulignée en orange, c'est celle qui concerne la section efficace du boson de W qui est de l'ordre de 6%. Alors vous le voyez, ce n'est pas l'incertitude qui a la plus grande valeur. Par contre, je vous rappelle que c'est l'incertitude qui concerne le bruit de fond le plus important à la fin de l'analyse, puisque le maximum d'événements de bruit de fond est représenté par le diboson de W en vert, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est aussi pour cela que nous avons subdivisé l'analyse en régions riches ou pauvres en W pour contraindre cette systématique. Avant de parler des résultats finaux, je vous ai dit dans le sommaire que nous allions valider notre technique d'analyse. C'est ce que l'on va faire maintenant en effectuant la mesure de la section efficace du boson de W. Donc nous refaisons les mêmes étapes d'analyse que précédemment, à la différence près que les BDT cette fois-ci vont être entraînés non pas pour un signal de X, mais pour le signal qui était notre bruit de fond avant, du boson de W, avec les boutons de Triano. Et ce que nous obtenons, c'est une mesure, celle-ci, dans notre canal, ion 11,5, qui combinée avec celle du canal électron-ion, dit électron, donne une valeur combinée de 11,6 en accord avec le modèle standard, comme vous voyez sur ce graphique. La variable que je vous montrer à la fin, qui est à droite de la diapositive, c'est les données soustraites du bruit de fond, cette mesure de section efficace du boson, en fonction du rapport signal sur bruit qui montre un bon rapport entre signal et simulation. Nous pouvons maintenant passer à l'analyse statistique finale. Ce que l'on cherche à savoir maintenant que l'on a sélectionné les événements de signal qu'on a rejeté de bruit de fond, c'est de savoir de quelle hypothèse se rapproche le plus des données. Est-ce qu'il se rapproche de l'hypothèse du signal et du bruit de fond, ou au contraire uniquement du bruit de fond. Ce qu'on utilise pour cela, c'est le LLR, un outil statistique qui va nous permettre de faire ce constat. Le LLR s'exprime comme la différence de la fonction LH que vous avez ici, LH1 et LH0, avec H1 et H0, les 2 hypothèses que l'on va tester. H1 qui est l'hypothèse test, qui considère qu'il y a du signal et du bruit de fond, l'hypothèse H0, l'hypothèse nulle, qui considère qu'il y a uniquement du bruit de fond. C'est pour cela qu'on voit que les événements donnés vont être contraints, on va les ajuster, on va minimiser cette fonction
pour savoir si les données sont plus proches de l'une ou l'autre des hypothèses. Et d'ailleurs, dans cette formule, on voit bien qu'il y a la variable RK qui correspond au paramètre de nuisance, c'est-à-dire qu'avec cette variable, nous prenons en compte toutes les systématiques de l'analyse pour cette mesure. Lorsqu'on le représente graphiquement ce LLR, on obtient le graphique qui est sur la droite. La gaussienne, représentée en bleu, correspond à l'hypothèse brut fond seul, l'hypothèse nulle. Et la gaussienne en rouge, ici, correspond à l'hypothèse signal plus brut fond, l'hypothèse test. En utilisant le LLR, nous allons pouvoir mettre une limite sur la section efficace de production du boson de Higgs, ce qui revient à calculer le trou de production du signal tel que le rapport CLS plus V sur CLB est égal à 5%. Donc concrètement, sur la figure, ça revient à faire une mesure en prenant le LLR de façon suivante, et cette représentation graphique, cette intégrale, l'aire rouge ici, correspond à 5% de l'aire blanche. Et pour cette séparation gaussienne donnée, on va pouvoir effectuer une limite, mettre une limite. Pardon. Sur la diapositive suivante, j'ai de nouveau représenté le LLR que j'ai montré tout à l'heure avec les déviations standards, à 1 sigma, à 2 sigma en jaune, la valeur probable, la plus probable pour l'hypothèse de bruit de fond en pointillé noir, la valeur la plus probable pour l'hypothèse de signal plus bruit de fond en rouge, et le LLR observé en noir. Et si on effectue, on mesure ce qu'on obtient dans les données dans cette analyse en fonction de la masse du Higgs, nous obtenons ce graphique de LLR pour notre canal. Pour la limite, avec le rapport CLS plus V sur CLB égal à 5%, on obtient le graphique qui est sur la droite, ici. Ce graphique de limite, on le dit de la façon suivante, par exemple à 125 G, on va dire que nous exclut la limite, nous le mettons sur la section efficace de production du modèle standard, du boson de Higgs dans le modèle standard, est supérieure à 10 fois la section efficace prédite par le modèle standard, comme vous voyez pour 125 G, à peu près aux alentours de 10. Vous le voyez, il n'y a pas d'excès significatif dans les données que nous observons pour notre canal, et non plus pas d'exclusion en masse. L'exclusion en masse, on aurait pu la mettre si la limite observée, pour dire en trait noir ici, blanc, passait en dessous de la section efficace de production du boson de Higgs. Vous allez voir sur la diapositive suivante, j'ai rappelé ce diagramme de limite de notre canal que ce n'est pas le cas. Par contre, si on combine les canaux diélectrons, électrons-muons et notre canal, on obtient un graphique de limite qui est sur la droite ici. Cette fois-ci, vous voyez, la limite en noir passe sous la section efficace de production du modèle standard, ici, et nous sommes capables d'exclure l'intervalle 159-167 G. C'est-à-dire qu'avec ce seul canal à des zéros, notre canal, nous avons pu exclure un intervalle de masse sans X, ce qui est quand même très bon. Sur la diapositive suivante, je montre le graphique de limite pour toutes les recherches de Higgs à des zéros cette fois-ci. Donc l'intervalle exclu est plus importante, on est plus sensible. On peut exclure un intervalle à basse masse de 90 à 101 G et de 157 à 178 G. Lorsque l'on combine tous les canaux AD0 et CDF, pour les résultats du T-batron cette fois-ci, représenté à droite, nous avons une limite d'exclusion qui est plus importante, 90, 109 G cette fois-ci, et 149, 182 G. Vous voyez également un excès d'éléments dans les données, aux alentours de 120, 150 G ici, que je vais détailler dans la diapositive suivante. La diapositive suivante qui parle des résultats finaux du T-batron en 2013. En 2013, nous avons montré que nous mettons en évidence à 3 sigma un excès dans les événements dans les données à 125 G. Ce qu'on va pouvoir voir ici avec le graphique de p-value. Le graphique de p-value, représenté ici à gauche, lui, va pouvoir tester les valeurs que nous observons avec l'hypothèse de bruit de fond seul. Donc plus cette limite sera éloignée de l'hypothèse de bruit de fond seul, plus on va pouvoir conclure sur un excès d'événements dans les données. Et vous le voyez ici, cette limite atteint environ 3 sigma d'ailleurs à 125 G, c'est pour cela qu'on met en évidence cet excès dans l'événement dans les données, donc à 2013. Le taux de production à 125 G que nous observons est compatible à 1,44 fois la section efficace de production prédite par le modèle standard. À la droite de la diapositive, cette fois-ci, j'ai représenté les résultats combinés du T-batron en fonction des contributions des sous-canaux. Les résultats que nous obtenons dans notre canal, le canal de W, ont un impact non négligeable dans la combinaison, puisque vous le voyez avec le canal BV là, nous sommes le second canal à contribuer le plus à cette combinaison. L'exposé ne serait pas complet si nous ne parlions pas de la découverte du boson de Higgs le 4 juillet 2012 au LHC par des expériences Atlas et CMS. Atlas avec ici la masse invariante diphotons avec un fit qui est effectué et qui nous permet de mesurer une masse, qui permet au LHC de mesurer une masse de 126 G, et à CMS cette fois-ci avec la masse invariante de 4 leptons qui permet de mesurer 125,3 G. Donc cet excès d'événements dans les données à 5 sigma correspond à l'observation d'une particule compatible avec un boson de Higgs à 125 G.
La conclusion de cette recherche, déjà dans le canal dileptonique AD0, que je vous rappelle, nous excluons l'intervalle 159-176 GeV, nous observons également un faible excès dans les données à 125 GeV, qui reste compatible avec la présence d'un boson de Higgs. Ce résultat est utilisé pour la combinaison finale des résultats de Tevatron et a un impact important. La recherche au Tevatron a permis de mettre en évidence à 3 sigma un boson de Higgs à 125 GeV. Les publications que j'ai effectuées durant ma thèse sont de 4 pour le Higgs. La première avec une luminosité de 8,6 inverse femtobarn à D0, une augmentation à la luminosité à 9,7 femtobarn inverse pour la même analyse de la deuxième publication. La troisième, la combinaison à D0 et la quatrième au Tevatron. Le 4 juillet 2012, la découverte d'un boson de Higgs à 125 GeV au LHT, je vous le rappelle. Le prix Nobel pour le physicien Higgs et Engert en octobre 2013. Et à présent, ce sont les mesures de caractéristiques du boson de Higgs qui sont effectuées. Mesures de spin, de foutage, etc. Nous passons maintenant à la seconde analyse effectuée durant ma thèse, la mesure de la symétrie avant-arrière de la paire de quark-top anti-quark-top dans le canal dileptonique, qui s'articule en 3 parties, comme tout à l'heure. La première partie, phénoménologique, la production de la paire TT bar, la symétrie, comment apparaît-elle, comment la définir, la sélection des événements et la mesure, on en parlait, avec les résultats finaux. Tout d'abord, comment produire une paire TT bar au Tevatron? Il y a plusieurs façons de le faire, représentée ici, la façon la plus importante, le processus dominant au Tevatron, c'est l'élimination de quark anti-quark, qui produit donc la paire TT bar. On a une section efficace de 7,64 picobarn, et on estime à D0 avec le run 2 que nous avons produit 74 000 paires à peu près. Le quark-top se désintègre pratiquement à 100% en boson W et en jet issu de quark. Une fois que nous avons cette désintégration, on se retrouve dans un cas similaire à celui du Higgs. Nous regardons les désintégrations de boson de W. J'ai représenté de nouveau le schéma des désintégrations de la paire du boson de W. Donc, qui est majoritaire, c'est l'état final tout hadronique à 46%, semi-leptonique à 35%, et celui auquel nous nous intéressons encore une fois, c'est l'état final dileptonique, cette fois-ci pour les 3 canaux, dimions, électron-ion et diélectron. Ce que l'on veut savoir maintenant, c'est qu'est-ce que cette asymétrie avant-arrière de production de la paire TT bar. Pour cela, il va falloir remonter, parler de la théorie QCD qui prédit une production de TT bar asymétrique de charge qui apparaît à l'ordre de correction supérieur, à l'ordre NM. Cette production asymétrique de charge, elle apparaît lorsque 2 diagrammes vont interférer. Le diagramme de Feynman et le diagramme de Born qui interfèrent avec le diagramme en boîte, correction supérieure. Lorsque ces 2 diagrammes interfèrent, nous avons une production asymétrique TT bar positive. Comment se traduit cette asymétrie de charge positive dans le détecteur D0? J'ai représenté de nouveau la coupe transversale du détecteur. Eh bien, c'est que lorsqu'il y a une collision, le top va être préférentiellement envoyé dans la direction du quark incident et l'anti-quark top dans la direction de l'anti-quark incident également. C'est pour cela qu'on parle d'asymétrie avant et arrière, qui est à l'avant et à l'arrière du détecteur. Pour l'asymétrie de charge négative, cette fois-ci, toujours l'interférence entre 2 diagrammes. Le premier diagramme qui est le diagramme ISR avec une radiation du ion dans l'état initial, et le diagramme FSR avec une radiation du ion dans l'état final. La symétrie de charge est négative et se traduit cette fois-ci par une symétrie avant-arrière modifiée avec le quark top qui appartient dans la direction opposée du quark incident et l'antitop dans la direction opposée de l'antiquark incident. Plusieurs modèles au-delà des modèles standards vont pouvoir influencer cette asymétrie, on va en parler dans la suite de l'exposé. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en valeur absolue, la production d'asymétrie est positive. La diapositive suivante pour parler de la définition de cette asymétrie avant-arrière, comment calculer, quelle est la formule qui permet d'accéder à cette asymétrie. Nous allons d'abord avoir besoin de la variable rapidité, Y, qui permet de relier l'énergie d'une particule avec la projection de son impulsion suivant l'axe Z. Une fois que nous avons Y, la rapidité pour une particule, on peut l'avoir pour le top et pour l'antitop, pour remonter à la variable delta Y. Si l'on représente cette variable delta Y ici à droite de la diapositive, vous voyez, nous pouvons calculer le nombre d'événements pour lesquels delta Y est supérieur à 0, le nombre d'événements pour lesquels delta Y est inférieur à 0, et nous pouvons calculer cette variable AFB, c'est ce qu'on appelle la mesure d'asymétrie avant-arrière. La prédiction du modèle standard pour cette valeur d'asymétrie, représentée ici, la dernière en date de 2012, donne une prédiction de 9% d'asymétrie. Donc évidemment, c'est une mesure qui va permettre de tester la validité du modèle standard, dans un paramètre peut-être de la nouvelle physique. Par contre, elle est difficile puisque nous allons devoir reconstruire la cinématique de la paire TT bar. C'est ce dont je vais parler d'ailleurs dans cette présentation.
Avant de parler de l'analyse, je vous rappelle de nouveau le contexte expérimental en 2012, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette analyse. La prédiction du modèle standard n'était pas à 8%, mais aux alentours de 3% ici, en 2006. Et les mesures que nous avions évaluées, les 0 et ACDF, uniquement dans le canal lepton plus jet, sont les suivantes. Et sont des mesures qui sont effectuées, vous le voyez, environ la moitié de la statistique disponible. Les écarts par rapport au modèle standard sont assez importants, comme vous le voyez, par rapport à la prédiction du modèle standard. Donc, évidemment, AB0 est peut-être utile, et sûrement utile d'ailleurs, d'effectuer une mesure d'asymétrie de production TT bar avec la luminosité totale, 9,7 sur le taux barre inverse, et dans le canal électronique. C'est ce que j'ai effectué. Mon canal d'étude, c'est donc celui-ci. Je vous le rappelle, annihilation de quark anti-quark, production TT bar. Chaque T donne un W et un jet issu de quark B, et chaque W donne un lepton et un neutrino. La signature est similaire à celle du Higgs. Encore une fois, deux leptons qui sont de charge opposée, avec une impulsion transverse de 15 GeV, à peu près, 15 GeV. Et la présence d'énergie transverse manquante, toujours avec les deux neutrinos dans l'état final. Par contre, cette fois-ci, la différence par rapport au Higgs, c'est que nous avons considéré deux jets issus du quark B qui sont représentés ici dans l'état final. Pour la modélisation du signal par rapport à l'analyse du Higgs, elle est similaire, à part quelques exceptions. Le signal qui cette fois-ci sera généré avec le générateur M7 et Nelo, puisque nous voulons avoir un générateur qui prend en compte les corrections d'ordre supérieur pour voir apparaître justement cette asymétrie, et le bruit de fond W plus jet qui lui sera estimé d'après des données. La stratégie de notre mesure. Dans un premier temps, nous allons vouloir contrôler l'accord entre les données et la simulation. Dans un second temps, nous allons vouloir reconstruire la cinématique de la perte T bar. À partir des particules fines, nous allons reconstruire le T et le T bar pour cette mesure. Et nous allons pouvoir d'ores et déjà effectuer une première mesure, la symétrie brute de la perte T bar. Brute, parce que je vous le rappelle, ce que nous voulons faire, c'est revenir à la vraie asymétrie partonique physique créée lors de la production de ces particules. Et pour cela, nous allons devoir calibrer nos résultats pour passer de la symétrie brute à la symétrie partonique. Première étape donc, le contrôle de l'accord entre les données et la simulation. C'est ce que je présente ici avec quelques variables. L'impulsion transverse du lepton primaire, l'impulsion transverse du lepton secondaire, l'impulsion transverse du jet primaire et du jet secondaire en bas à droite. Ce que l'on voit, c'est que les données représentées par les croix, eh bien, la simulation reproduit bien cette distribution. Le signal est représenté en rouge sur ces figures et le bruit de fond est très faible ici. On a donc environ 10%. Donc bon accord entre données et simulation. Nous passons donc à la seconde étape, la reconstruction de la cinématique de la perte T bar. Pour reconstruire la cinématique de la perte T bar, nous allons considérer toutes les probabilités de reconstruction, toutes les possibilités de reconstruction de ces particules. Pour cela, on va baser notre reconstruction sur un calcul de probabilité. On va faire plusieurs milliers d'hypothèses sur les codes à vecteurs du top et de l'antitop avec une méthode d'intégration Monte Carlo. Difficulté supplémentaire, c'est que pour chaque lepton, nous allons devoir l'associer à un jet issu du quark B pour pouvoir reconstruire le top. Ça fait encore plusieurs permutations possibles que nous allons prendre en compte. Au final, pour chaque hypothèse que nous allons tester, chaque possibilité de reconstruction, nous allons calculer une probabilité, un poids qui s'appelle WPRB, dont la formule est représentée ici. Donc WPRB contient des termes auxquels nous attendons d'alignement, comme les PDF du proton, l'antiproton, l'amplitude de transition du processus concerné, la fonction de transfert, WXY, qui permet à partir de l'énergie reconstruite dans le détecteur, de revenir à l'énergie physique, vraie, et l'espace des phases sondées des deux fibres. Je vous le rappelle encore une fois, pour une hypothèse dans cette méthode de reconstruction, cette une hypothèse correspond à une cinématique de reconstruction donnée associée, affectée avec un poids WPRB. Pour un événement que nous reconstruisons dans le détecteur, avec une asymétrie partonique donnée, que nous ne connaissons pas encore, bien, je représente ici, avec la variable delta YTT bar, par exemple, la valeur partonique pour un événement connu, un événement de simulation qui est représenté par la flèche aux alentours de l'eau. Avec cette méthode-là, nous allons avoir 30 000 hypothèses qui vont être testées, qui vont correspondre donc à 30 000 entrées affectées d'un poids WPRB. Ces 30 000 entrées, lorsqu'on les représente, eh bien, elles forment une distribution, qui est une fonction de vraisemblance. Donc au final, pour une valeur partonique, nous avons une distribution à prendre en compte. Ça va poser problème dans la suite. Donc nous allons le contourner. Nous voulons savoir quelles sont les performances de cette reconstruction. Pour cela, pour un échantillon donné, nous allons accumuler ces distributions, puisque pour un événement, nous avons une distribution. On accumule ces distributions suivant l'axe Y, pour la variable delta Y, représentée ici.
en fonction des valeurs partoniques delta y, partoniques représentées suivant l'axe des x. Donc pour une valeur x partonique avec une asymétrie, une valeur delta y connue, nous accumulons des fonctions de distribution. Et ce qu'on en obtient, c'est ce graphique en 2 dimensions, où vous le voyez, comme on s'y attend, nous avons une corrélation qui est proche de 1, avec une dispersion qu'il va falloir prendre en compte, qui est la résolution de notre reconstruction. La résolution de notre reconstruction pour cette variable delta y, elle est de 0,686. Une fois que nous avons montré que la reconstruction est correcte, nous allons effectuer cette reconstruction pour les événements de données, les événements de simulation, les bruits de fond, le signal, et nous obtenons des distributions que vous voyez ici. Donc, pour les 3 canaux diélectroniques. La masse invariante est bar, en haut à gauche, l'impulsion transverse du top et l'impulsion transverse de l'antitop, en haut à droite. En bas à gauche, la distribution angulaire phi pour le top et l'antitop, et la variable delta y. Je ne sais pas si on voit très bien ici, on peut le voir pour cette variable. Cette fois-ci, les données ne sont pas représentées par des points, mais bien par une enveloppe, une bande ici, grise, qui correspond aux données. On ne peut pas représenter les données par des points, encore une fois, parce que pour une valeur partonique, on a une distribution et non pas une valeur reconstruite. C'est-à-dire que la bande, l'épaisseur de la bande que vous voyez pour les données, elle correspond à l'erreur sur la reconstruction qu'on effectue. Cependant, vous voyez que l'accord entre la simulation et cette bande de données est satisfaisant. Et nous avons notre variable delta y qui va nous permettre d'effectuer la mesure de la symétrie brute. Avant toute chose, il va afficher la variable delta y que j'ai présentée tout à l'heure, ce serait du bruit de fond avec la symétrie calculée. J'ai représenté à droite la symétrie par événement, voici ce que nous obtenons pour les données. Cette fois-ci, plus d'enveloppe, mais bel et bien des points de données. Et en prenant la valeur moyenne de cette variable, nous pourrons avoir accès aux 11,3% que nous retrouvons, puisque c'est une façon similaire de représenter la symétrie. Et en prenant l'erreur sur la mesure de cette moyenne, nous obtenons 3,4%. La symétrie brute mesurée est donc de 11,3 plus ou moins 3,4% en erreur statistique. Nous avons donc mesuré la symétrie avant-arrière reconstruite, brute. Nous voulons revenir, je vous le rappelle, à la symétrie vraie, la symétrie physique, partonique. C'est ce que nous allons faire en calibrant nos résultats. Pourquoi calibrer? Parce que dans un premier temps, il faut prendre en compte l'efficacité de la méthode de reconstruction et prendre en compte l'acceptance du détecteur des zéros locaux. Pour cela, ce que l'on va faire, on va observer, on va mesurer, comparer plutôt les asymétries reconstruites aux asymétries partoniques. On va effectuer ensuite un ajustement entre ces deux valeurs pour obtenir une courbe de calibration, ici qui aura une valeur de pente K et leur donnée à l'origine Y0. Avec leur donnée à l'origine, la valeur de la pente et la symétrie brute de tout à l'heure, 11,3%, nous allons pouvoir remonter à la symétrie partonique. C'est ce que nous allons faire. Mais ce qu'il va falloir faire avant, c'est faire cette courbe de calibration. Il y a une subtilité cette fois-ci, c'est que dans le cadre du modèle standard, avec notre générateur M7NLO, nous n'avons qu'une valeur d'asymétrie de production TT bar, qui est connue, la valeur de 9%, dont j'ai parlé tout à l'heure. Cependant, pour faire une courbe de calibration, nous allons avoir besoin de plusieurs points, et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons produire des pseudo-échantillons avec de nouvelles asymétries. Donc, encore une fois, l'échantillon de signal M7NLO que nous avons avec la variable, la distribution delta Y représentée ici, on va obtenir des échantillons avec une asymétrie différente, c'est-à-dire une distribution delta Y comme vous avez ici, qui sera translatée vers la droite ou la gauche avec des asymétries différentes. Donc pour produire ces pseudo-échantillons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement repondérer cette variable delta Y par une fonction de repondération. Cette fonction de repondération est représentée ici, c'est la variable 1 plus bêta tangente hyperbolique de x sur alpha. Avec les paramètres alpha et bêta, alpha c'est le paramètre de forme de cette fonction tangente hyperbolique, bêta c'est l'amplitude. Et en faisant varier ces différents coefficients, nous produisons des pseudo-échantillons avec différentes asymétries et nous pouvons donc effectuer la courbe de calibration. Vous voyez ici avec les différents points correspondant aux différents échantillons utilisés. La pente de la courbe de calibration que nous obtenons est de 0,564 et leur donnée à l'origine de 0,0. Les incertitudes systématiques de cette analyse sont de deux types. Il y a celles qui vont affecter le signal, qui vont donc nécessiter de refaire la courbe de calibration, puisqu'elles affectent la calibration de notre mesure, et celles qui affectent le ou les bruits de fond de l'analyse. Elles vont donc affecter la soustraction des bruits de fond aux données. Nous allons effectuer de nouveau cette soustraction et effectuer de nouveau la mesure de la symétrie pour mesurer ces incertitudes systématiques. Elles sont résumées dans ce tableau et vous le voyez, la plus importante, c'est celle qui concerne la fonction de repondération. Elle est nous avons estimé à 2,8%, et la seconde, c'est celle du modèle d'harmonisation qui contribue pour 1%.
Je décris ces incertitudes systématiques dans la diapositive suivante, celle qui concerne la fonction de repondération. Donc ce que nous allons faire avec cette tangente hyperbolique, c'est prendre en compte un paramètre de forme alpha qui sera fixé par un valeur de alpha égale 0 ou alpha égale 10. Et lorsqu'on regarde la tangente hyperbolique pour alpha égale 0, on obtient une forme comme celle-ci. Vous voyez une forme qui n'est pas physique, en escalier, et une forme différente, donc linéaire pour alpha égale 10. On prend ces valeurs un peu extrêmes pour surestimer cette systématique. Nous refaisons la calibration pour ces paramètres de forme, et nous avons donc à la fin deux mesures, alpha, la valeur d'asymétrie pour alpha égale 0 et la valeur d'asymétrie pour alpha égale 10. Ce que nous prenons pour calculer cette incertitude, c'est ensuite le maximum de la différence entre la valeur d'asymétrie nouvellement calculée par rapport à la symétrie standard. Pour le modèle d'hadronisation, cette fois-ci, on regarde juste comment varie la symétrie lorsqu'on prend des générateurs de germes différents. Ce que nous allons faire, c'est comparer la symétrie pour les générateurs Pythia et les générateurs Havish. On obtient deux courbes de calibration, et donc deux mesures, asymétrie Pythia et asymétrie Havish. Les deux courbes de calibration sont ici, que je vais représenter, et l'incertitude correspond juste à prendre la différence d'asymétrie pour Pythia avec la mesure d'asymétrie pour Havish. Donc estimé à 1%. Avant de conclure, ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que notre méthode est robuste au modèle de nouvelle physique? Est-ce que par exemple la calibration serait similaire si nous prenions en compte des échantillons de modèle standard, comme les échantillons axi-gluons, les échantillons sont représentés en pointillés cette fois-ci. Et la dispersion donc est visible ici. Lorsqu'on utilise ces courbes de calibration avec les nouvelles valeurs d'ordonnée à l'origine de pente, on obtient une nouvelle valeur d'asymétrie et l'écart maximum mesuré par rapport à la symétrie précédemment calculée est de 5%. Cependant, dans le modèle standard, je vous rappelle que ce que nous avons constaté, pardonnez-moi, c'est que la symétrie brute avant-arrière est dépendante de la symétrie partonique, la symétrie physique, mais également de la polarisation des échantillons que nous considérons. Pour les échantillons axi-gluons, les échantillons Z' de polarisation qui existent et que nous allons donc annuler cette fois-ci pour se ramener à une mesure dans le cas du modèle standard. Donc nous effectuons la même chose, les mêmes courbes de calibration. La mesure d'asymétrie, nous obtenons le graphique ici avec une nouvelle courbe de calibration et une dispersion qui est réduite, comme vous le voyez ici, par exemple entre les deux graphiques. Et en conséquence, l'écart maximal par rapport à la valeur d'asymétrie standard est cette fois-ci estimé à 1,7%. On interprète donc les résultats que je vais présenter comme valides à 1,7% dans le cadre d'un modèle sans polarisation. Les résultats finaux, les voici. Ce que nous obtenons, c'est la variable d'asymétrie par événement dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la variable brute, 11,3% plus 3,4%, que l'on corrige avec la courbe de calibration, avec les coefficients de pente, ordonnés à l'origine, et nous obtenons une mesure d'asymétrie finale estimée à 18%, plus ou moins 6% d'erreurs statistiques, et 3,3% d'erreurs systématiques. La conclusion de cette analyse, donc, nous utilisons une méthode de reconstruction cinématique de la perte T-bar qui est inédite, dans le sens où elle n'a jamais été utilisée à D0 pour une mesure dans le canal dilectonique de la symétrie avant-arrière de la perte T-bar. Nous faisons une mesure d'asymétrie brute, 11,3%, corrigée des effets de calibration, qui permet d'obtenir la valeur de 18 plus ou moins 6,8%. Et si cette fois-ci on représente ce résultat, notre résultat ici, par rapport aux autres résultats qui existent en 2014, nous avons les résultats à D0, à CDF, dans le canal lepton plus jet, avec les luminosité totale intégrée de D0 et de CDF, 1,7, et la nouvelle prédiction du modèle standard qui n'est plus à 3% mais à 9, je vous le rappelle. Et vous voyez cette fois-ci que les écarts par rapport au modèle standard sont réduits. Notre mesure, elle, est environ un tout petit peu plus d'un sigma par rapport à la prédiction du modèle standard. Je vous rappelle que ce que je viens de vous présenter est en cours de revue interne par la collaboration des zéros pour l'instant, et l'objectif c'est de terminer cette analyse évidemment en septembre 2014, donc après l'été 2014. La conclusion de cette présentation, avec la première analyse que je vous ai présentée de recherche de bosons de Higgs dans le canal diminuant à des zéros, nous avons contribué de façon importante au résultat final du télatron, et avec la seconde analyse de l'asymétrie avant-arrière, la production TT bar à des zéros, nous avons utilisé une nouvelle méthode de reconstruction qui nous a permis d'effectuer une première mesure d'asymétrie dans le canal dilectonique et avec la luminosité totale des zéros. Et nous espérons évidemment que ces deux travaux nous permettent de contribuer à l'héritage glissé par le télatron. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet exposé complet. Donc, je vais maintenant donner la parole différemment. Je vais peut-être commencer par les rapporteurs.
Yves, tu vois le truc? Oui. Ben, je voudrais souligner déjà la très très grande qualité de ta présentation. C'était vraiment très pédagogique. Esthétiquement aussi très agréable. Une présentation vraiment très bien construite. Donc c'est le reflet aussi du travail de thèse, qui est une analyse très considérable avec des outils d'analyse pointue, l'expérience est très mature, donc c'est des résultats expérimentaux aussi extrêmement matures, donc félicitations pour ce travail. J'ai quelques petites questions, je voudrais peut-être remonter au slide 13, qui commence dans le début. 13. Ouais. On va aller dans l'autre idéal. Donc tout ça est tout à fait juste et intéressant. Maintenant, il n'empêche, disons, les variances de jauge, on va les préserver, puisque les bosons, sinon, les variances de jauge, les bosons vecteurs sans masse, donc tu ramènes ce mécanisme de Higgs. Maintenant, si je mets les bosons les masses à la main, en électromagnétisme, en QED, on fait ça, on normalise, on met à la main les masses. Ça permet de sauver la normalisation et d'avoir une théorie qui font. Qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas si on le fait en physique électrophète? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le mettre à la main? Parce que ça donnerait une masse du photon qui ne serait pas nulle, justement. Ça serait la principale. Donc si je mets la masse des bosons faibles à la main, qu'est-ce qui va pas? J'ai perdu la masse de l'autre, mais bon, après tout. Allez. Si vous les mettez à la main, c'est justement les mettre à la main. Ce serait incohérent, je vois pas. Ça va, qu'est-ce qui se passerait à l'échelle unitaire si j'ai mis des réseaux de masse et de bosons faibles à la main? On va parler dans ta thèse, j'attendais les mots unitarité. Il y a un problème d'unitarité dans la théorie. La théorie s'écoule quand même à l'échelle unitaire. On ne peut pas résoudre le problème de la théorie en mettant la masse à la main. C'est juste un petit ajout à la problématique de l'invention de la masse à l'addition, parce que tu as mis de main un boson de Higgs qui n'est pas un boson de jauge. À la fin, tu as plus ou moins inventé un boson qui pose lui-même ce problème. Il faut le mettre pour dire son unité. C'est juste pour la masse du photon. Okay. Les slides 22, on avance un petit peu sur le reste. J'étais intrigué par ces effets un petit peu plus loin. Donc, il y a ces problèmes à petit péter pour très doucement. Quand tu avances, ensuite, tu as des corrections qui dépendent de la pseudo-rapidité. Quels sont, juste expliquer, c'est quoi l'origine de ce désaccord? Ça, c'est dans le détecteur des zéros, en fait, c'est les régions qui sont à état entre -2 et 1,5 qui sont moins instrumentées. Donc, on va avoir l'assimilation qui va correspondre par rapport au degré et qui forment ces sortes de gommes qui sont à droite et à gauche. Donc, ça, c'est juste dû à certaines régions mortes du détecteur des zéros. Ok. Et ça a une influence donc, sur le moment transverse, mais ça joue aussi sur la qualité de la reconstruction, par exemple l'identification? Je ne crois pas, parce que ce que nous effectuons, nous, on limite notre acceptance jusqu'à environ 1,5, je crois, donc on ne prend pas en compte ces régions-là. Je crois dans les coupures que nous avons. Tu disais 2, c'était 2. Je crois que ça va être un peu avant. Ah si, voilà. Ça, je sais qu'on prend en compte. Ah oui, c'est exactement. Donc tu vas absorber tout ce problème de façon ça compte. Ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, on fait la correction, ça c'est sûr. Ça corrige un peu, ça corrige pas les effets si tu as une dégradation de l'identification, ça peut se propager sur les effets X ou des choses comme ça, ou est-ce que tu as vérifié qu'il n'y a pas une dépendance en état qui n'est pas contrôlée sur le taux de fait? Ça, je ne sais pas si on a contrôlé ça pour le multijet. Ça, je ne sais pas si on a contrôlé. Ce qu'on a fait en tout cas, c'est que ce désaccord il a été vu, on a dû le prendre en compte, on fait une première correction ici. D'ailleurs, c'est à 4%, et ce qu'on essaie de faire, c'est encore de diminuer cette correction. On a encore une autre correction à l'état qu'on fait dans
dans le reste de l'analyse. Ok. Donc ça, c'est effectué avant la mesure qui permet de produire en fait le multijet. Donc, je dirais que c'est pris en compte, puisque le multijet est déterminé à peu près. Slide 28, on avance. Non, ça va être dans ces eaux-là, j'ai vu qu'il y a une coupure sur la masse invariante d'Ilepton à 15 G. Je pense que c'est juste comme ça. Ouais. Mais tu n'as pas de coupure pour des masses invariantes très grandes, par exemple. Donc, ton signal ne va pas se propager à des masses de invariantes de mu de 200 G. Et c'est pas utile ou c'est pas parce que c'est mis dans ton VDT, donc c'est pris en compte à travers le VDT. La masse invariante, vous voulez dire les événements qui sont un peu de distribution dans 200 G. Qui ne peuvent pas être un signal. Donc, je crois que la solution efficace est beaucoup trop faible de toute façon, donc c'est pas très embêtant. C'est vraiment très faible. Je crois pas qu'on a des coupures explicites là-dessus. Ce qui m'intriguait, c'est le TT bar. Le TT bar est petit dans tous les diagrammes, donc c'est pas un truc important pour toi, sauf que si je regarde par exemple en haut à gauche dans le 0 jet volume depleted et que je compare le signal à ce qui reste du TT bar, c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de TT bar, mais en gros il ressemble beaucoup au signal. Si je regarde les événements en 2 jets, TT bar à la fin c'est quand même un dominant. Et en fait, quand tu demandes 0 jet réduction, tu demandes rester TT bar, et simplement tu demandes 0 jet. Évidemment, tu le gardes quand tu demandes en 2 jets. Mais est-ce que tu as essayé de contrôler, ou de vérifier, ou de regarder d'une façon ou d'une autre, soit en utilisant justement les événements à grand MUU qui sont devenus par le TT bar, ou soit en regardant le big-tagging, est-ce que tu as un contrôle des systématiques sur ce bruit de fond TT bar? Sur le bruit de fond TT bar je crois qu'on a travaillé un petit peu dessus, la certitude systématique du TT bar, je pense que je me rappelle, 7%, au final ce qu'on a... C'est la sélection efficace, mais ça pour la simulation. Tout peut se passer entre les deux, entre un jet de mai ou... Au final, en tout cas, on n'a pas travaillé dessus, dans le canal de jet. Tu t'es dit, c'est petit, parce que dans le jet, c'est... À part dans le jet, c'est vrai, ça. À part dans le MU, c'est le bruit de fond dominant. Ouais. Donc tu n'as pas essayé de le contrôler à partir d'une donnée, disons, la quantité de... La seule chose qu'on a fait, c'est prendre en compte justement la certitude sur ce bruit de fond, mais avec l'outil qu'on utilise pour l'analyse finale, en fait, Colli, qu'on utilise, qui lui va reprendre en compte et essayer de recontraindre ces systématiques-là. Donc là, juste à ce moment-là où ça va être contraint de nouveau, je pense. Mais nous, il n'y a pas de travail explicite dessus. De toute façon, l'analyse, l'outil final, Colli refait cette... c'est la seule étape. I followed quite closely over the years this analysis, so I was actually more inclined to ask questions about the So the first question I had is, well actually now following on the discussion about actually a sentence that caught my attention in the introductory chapter, which I kind of really thought about. This actually model is breaking up this should feel left, right, so it should be right, the symmetry. And you were mentioning there were two Higgs bosons that emerged, for conic one. And I was wondering about that one. For the Higgs, if you knew anything about the phenomenology associated with those Higgs bosons that with the accidents, if the accident models will impact the analysis, you said, or how can we improve the measurements with the... No, I was interested in these new particles that you mentioned are associated with the actual models, but that those bosons had any phenomenological implications for which for the Higgs boson, I guess you have because it will impact the symmetry of the TT bar. I guess it will be linked to the top anti-top production. So we said there is perhaps a small effect on the Higgs, but
not on the cross section. So that is, But those are presumably very heavy particles that are not necessarily. sorry? Those are presumably very heavy particles that are not necessarily of phenomenological consequence in this analysis. For the Higgs analysis one? In general, In general. those exotic explosions. For the explosion. I don't know for the accident or linked to the explosion, but I can only see a link with the top quark, yes. So the top quark with the Higgs and the explosion. I'm not aware of that for the explosion. Something probably worth investigating. All right, so coming back to more experimental analysis, you went through a lot of work that in the context of the Higgs analysis to optimize acceptance and so on. And actually, this measurement of dual symmetry, the electron channel is physically limited. I could imagine that there are improvements to the analysis that following the experience with the Higgs one would make sense to make to try to engage in statistical power. Have any thoughts of things that you would like to do? Thought analysis along the lines of what you did in the Higgs analysis to try to increase their sensitivity? What we have done in Higgs, I guess, the use of BDT is not useful in that case. So, as it was part of the Higgs analysis, there it will not be useful. And what we want to do with the digital analysis is like the Tompkins jet analysis shows that there is some discrepancies with the LTT bar. So that is one of the things we wanted to make. We have a lot of time. So to see the dependence of the AFB depending on the LTT bar, that's what we want to do. I don't know if we will use that or not, but what we have to know is that we have only 500 events, so it's very low statistics. You have to make some unfolding, so it will be statistically limited. So I guess there won't be so much improvement compared to the Tompkins jet. Okay, but in terms of increasing the acceptance, you were talking about statistically limited. I understand that you were not using, for instance, this inclusive trigger approach in the dynamic channel. You mean if we use this trigger correction in the case of the? Yeah, I mean, for example, there are some things that probably have done this analysis. Yeah. By few factors of 10% maybe. Perhaps, but yeah, it will improve the thing for the 2J case, I guess, if we use the trigger correction for the top analysis. To reduce the statistical uncertainty from 10% perhaps. Okay. No, it could be useful, it could be done also, yes, I think. Also, Yeah, perhaps it could be done. and this might be the foreseeable future. Okay, so let me come to, actually, since you mentioned the unfolding, okay, this belongs to the category of things that will be interesting to see in the near future, but the statistical technique that you decided to follow, I found quite interesting this matrix element-based reconstruction, and even more so going all the way to a line, very non-line. So why did you decide to, for instance, deal with Perry-Venn probability density functions as opposed to just taking the combination that maximizes the likelihood and reconstruct delta y in that combination? Well, did you find an advantage in the position that you could achieve by using probability densities as opposed to just reconstruct the delta y? You mean to use the wall distribution? The wall, So you're using the whole distribution, while in past other analysis I've just picked a combination. For instance, the one that maximizes the likelihood. for example, okay. Yes, we actually go back there. Okay, I think I will go there directly. So yes, actually we were wondering at the step of the analysis if we, for example, instead of taking the wall distribution, just take the maximum of the likelihood, like you said. And there, for example, you can see that it's close to the Partonic value, so why not? But for a lot of events, we saw that this maximum value was quite shifted to the Partonic value. So for some events, it's not completely the case. But anyway, we do the test, we've done the test, and we saw not much improvement compared to this thing. So of course, we were in the how to say that, in the case like one Partonic measurement equal to one reconstructed measurement, so that was good, but there was no improvement at the end. So we tried the maximum of the likelihood,
We tried also the mean value of these distributions from that. And the last part, the maximum probability of the likelihood function, which is not actually the top of the distribution, which would be somewhere else with a lower weight. But we've done 3 tests with this one, and so no improvement. So do you think that this method of using the probability can actually be ported to a unfolding-like analysis? How do you do that? If we made an unfolding one, you said? You now went to do what I would suggest you do, especially this differentially. How do you extend this method? To the unfolding? If we in the case of the unfolding, I think it's not totally different, but it's a different way to handle the analysis, so you can't really use the whole distribution for one event. Just phasing the phase space as thinner as you can, in order to have a better unfolding, so you can't use a whole distribution. I don't think it's possible. Okay, so something that one of the interesting parts of course then you're going to use following this calibration. So I was wondering about the motivation for this hyperbolic tangent function. And this is based on having looked at various models, and this is indeed kind of a generic dependence of the kind of distortion you get in this models of hyperbolic tangent. So actually there were another it was CDF analysis. I have a slide for this. Okay. So actually it's a slide of CDF which is made for the forward backward asymmetry in the elliptonic decays, the TT bar. And actually they have considered so now this is the case for the elliptonic asymmetries only, not for the TT bar, but it's based on that. For the Q eta distribution, as you can see, they have separated this function in symmetric and t-symmetric function. And they saw with other models that the symmetric simulation, just shown there for different models of excipients and Argento-Egg and PCR, was the same, but instead the asymmetry distribution was different for all of these models, and where they are trying to fit the distributions, they found something compatible with the tangent hyperbolic. So actually, that's why we used it. Okay, but then the variations that you make on the parameters of this function that result in the dominant systematic analysis, those are well motivated, they are based on this study, or they are some unsolved variations? They were based just for taking into account the extreme way of reweighting, so just to take care of how we model our reweighting on not on physical models. And that's why actually we wanted to make it, because this is clearly non-physical, same for the right. So just a way to overestimate the systematics we are considering. So actually, I guess we can improve the systematics, we can reduce a bit the systematic errors at the end, but I think it would change a lot. It wouldn't change a lot the final results. But so of course we could improve it, perhaps, but it's the best way to take it in account, and you can trust in this result with these physical probabilities. Beaucoup de choses. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Ce qui est donné, ça correspond presque à 2 thèses. Il y a 2 mesures, presque 2 thèses. Donc, pas seulement tu fais beaucoup de choses, mais tu as aussi dû comprendre, expliquer beaucoup de choses. Alors, j'ai des questions sur l'analyse. Donc, j'ai vu qu'à un certain moment, m'a beaucoup impressionné le fait qu'elle doit faire plein de corrections. Il y a plein de corrections, plein de scaling factors, mirroring,
Alors, une chose qui m'a un peu, est cette connexion que tu fais sur l'échantillon de contrôle de cette jet, tu utilises facteur S en comparant les données de Monte Carlo dans une région où il y a très peu de signal, Et j'aimerais savoir, alors donc tu dis, tu trouves une valeur que tu utilises pour tous les bruits de fond. Qui est qui te dit que c'est le même pour le signal et pour, disons, pour le Z-jet et pour les autres bruits de fond, par exemple. Pourquoi ne pas avoir séparé? Pourquoi c'est le même? Alors, on a utilisé pour les Z-jet parce que c'était le fond dominant. Mais je vais dire, ce facteur S, d'après ce que j'ai compris, tu fais un scaling global, mais rien ne te dit que c'est pareil pour les autres bruits de fond. Ah, c'est vrai. Mais, celui qu'on utilise pour le Z-jet, comme je vous ai dit, comme il conserve le bruit de fond le plus important, c'est vraiment je crois que c'est à ce stade de l'analyse, on ne va pas gagner en... on peut aussi mesurer ce facteur de correction pour les autres bruits de fond. Je crois que ça ne va pas énormément. C'est plus que Z-jet comme il est dominant. Et est-ce que tu as comparé avec la valeur que tu aurais obtenue, parce que Z-jet inclusive, c'est relativement bien connu, parce qu'elle est connue un next leading order. Est-ce que tu as comparé, est-ce que si au lieu d'utiliser la Monte Carlo des zéros versus données, tu aurais utilisé par exemple la prédiction, tu aurais normalisé en utilisant par exemple le Monte Carlo Fuse, tu aurais trouvé le même facteur ou pas? Non, je ne pense pas qu'on aurait un facteur proche, je dirais. On n'a pas testé. En tout cas. Vous n'avez pas contrôlé? On n'a pas contrôlé ça, mais on l'a pris en compte dans les erreurs systématiques. Le 4% que tu cites, que c'est ça s'est pris en compte pour la modélisation. Parce qu'en plus, tu as dû aussi corriger par bin de jet. Oui. Et là, il y a des facteurs qui sont autour de 1, mais pas tout à fait 1. Et tu à la fin, tu dis, ça c'est dû au générateur. Mais si c'est dû au générateur, ça doit être le même dans les différentes périodes, tandis qu'elle dépend des périodes. Parce que par exemple, pour le canal de jet, je pense que c'est là où il y a le plus de facteur de correction qui est le plus éloigné de 1. Oui. Et c'est la simulation d'Abgel même si c'est bien simulé de façon inclusive, il y a plus d'éléments donnés. Pour le jet, je crois qu'Abgel ne prend pas en compte toutes les corrections possibles. Du coup, on doit forcément un peu plus corriger le canal de jet. Non, et que ce facteur dépend de la période. Donc, la période de données? La période des données. Ah, le taux des données. Donc, s'il dépend de la période des données, non, c'est pas. Je parlais de jet. Ouais. Donc, je crois qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est lié à... Pour la période de données, c'est il y a aussi la période de données, tu peux parler du run 2 pour le run 2 principalement? Il y avait une phrase qui disait que... Si, ouais, pour le run 2, je crois que pour le run 2A, c'est là où il doit être le plus important, si je me souviens bien. Parce que là, l'incertitude était 1%, et puis il y avait des corrections de l'ordre jusqu'à 5%, et ça dépendait de la période. Donc, ce n'est pas uniquement que le générateur n'est pas dépendant. Et donc, c'est là qu'on porte à une autre question. J'ai trouvé que souvent, tu utilisais vraiment pour des zéros, des générateurs leading order. Par exemple, pour les 10 bosons, tu utilises des générateurs leading order. Pourquoi ne pas utiliser des générateurs en next leading order qui sont disponibles? Il y a une raison dans les zéros? Je pense que la première raison, c'est l'historique. Oui, voilà. Après, la seconde raison, encore une fois, de toute façon, ça c'est comme d'habitude, on prend en compte dans les incertitudes. Celle sur les 10 bosons, je pense qu'il n'y a pas d'autre raison à part que la raison historique et on se protège un peu avec l'incertitude systématique. Je pense que ça pourrait être. J'ai une autre question sur le fond multi-jet, sur l'estimation du fond multi-jet, dans lequel tu as fait un rescaling en fait. Et il y a, quelle est la raison
pour laquelle on va utiliser des méthodes un peu plus, disons, sophistiquées pour évaluer nos sujets. C'est-à-dire que à partir de... Ben, et des data-driven dans lesquels on peut faire des cycles de distribution, optimiste ou d'autres variables. Je crois qu'il y a d'une part ce qui se passe, comment on estime d'après les données, et la simulation n'est pas totalement complète à cause des données très longues, c'est pas dans le final, on a une construction qui n'est pas optimale, et du coup on doit rescaler un peu ce bout de fond, surtout pour les autres sous-canaux 0,1 de jet. Pourquoi c'est pas fait autrement? Encore une fois, c'est historique, je dirais. C'est historique principalement, avec l'incertitude, encore une fois, on se protège comme il faut. Peut-être elle est petite, et donc tu n'as pas besoin d'utiliser des méthodes plus raffinées pour estimer ce fond. Principalement ça, mais ça pourrait être, je sais qu'en tout cas, on aurait pu faire des améliorations sur cette estimation. On a peut-être du double comptage avec le nouvel budget, ça c'est quelque chose qu'on a vu à la fin de l'analyse qui est peut-être effectué, mais c'est un effet qui sera très faible de toute façon. Quelqu'un a une question sur les données transparentes? Michel? Je vais me rejoindre aux autres membres du jury pour féliciter les implémentations orales. Donc, j'ai pas beaucoup de questions. Si, quelque chose que j'avais vu en lisant de l'industrie, ils vont te présenter l'analyse de la mesure de la section efficace des besoins pour tester la méthode. Tu n'as pas mentionné que dans cette hypothèse de mesure, tu as fait une hypothèse que le X n'existait pas. Maintenant, si on sait qu'il existe, qu'est-ce que ça change dans la mesure de la section efficace le fait que le X existe? Quelle correction ça apporte sur cette mesure de section efficace? Il n'y a pas de grand effet puisque les VDT ont été entraînés justement pour sélectionner que les données. Il y aura quelques effets, mais je ne pense pas que ce soit très important sur les VDT. Enfin, le premier VDT en tout cas de Gradian, le deuxième du boson qui lui va faire le maximum du travail. Je pense qu'une section efficace un peu modifiée, je dirais, mais pas encore dans les erreurs. Je crois bien que c'est dans les erreurs. A priori, je m'attendais pas à avoir de différence. La publication mentionne De différence 1 ou 2%. Je ne sais pas, c'est très peu. Pour simplement, parce qu'on a eu le temps d'interagir, on veut quand même faire quelques petits commentaires. Un petit rappel déjà sur le contexte historique, comment s'est passé la pièce, parce que c'est quelque chose quand même à noter. D'une part, au moment où tu t'es lancé dans l'aventure, c'était en 2011. Là, il était question de prolonger le Tévatron de 3 ans pour accumuler 50% plus de luminosité. Le LHC, comme tu l'as dit, devait commencer à prendre des données. Dans les faits, le Tévatron n'a pas fait cette prolongation. Donc ça a été quand même un petit peu mouvementé, notamment des vitesses, si tu te souviens. On savait qu'il fallait travailler sur le besoin d'X, mais on n'avait pas encore défini le deuxième sujet sur le Tévatron. Donc, féliciter déjà d'être découragé à ce moment-là. C'était pas quelque chose d'évident de partir un petit peu à l'aventure. Au contraire, tu as rebondi sur ce qui se passait parce que tu n'avais pas laissé arrêter, tu es parti aux États-Unis pendant ton stage, je prenais des vacances, tu as prolongé le stage, etc. Encore confronté aux vraies données. Donc, moi, j'ai essayé d'aller au fond des choses à ce niveau-là. Plus pendant la thèse, avec des moments historiques, avec la découverte du X. Donc, comme tu vas quitter la physique, ça fait souvenir d'avoir vécu ce moment quand même assez fondamental de l'intérieur. Je peux raconter ça plein de journées. Voilà. Donc, je vais un petit peu maintenant parler de la thèse à proprement dit. Enfin, comme on l'a dit, donc, tu ne savais pas quel sujet tu allais faire, et donc il faut quand même souligner cette difficulté d'avoir à traiter, et ça a été dit, 2 sujets de thèse en lycée industrie en 3 ans, un court laps de temps. Il faut rappeler que les thèses à l'étranger, souvent sont sur un seul sujet et durent 4 ou 5 ans, donc c'est difficile, c'était un challenge, tu l'as relevé, tu l'as bien relevé, tu as bien fait les choses, donc je te félicite pour ça, parce que c'est vraiment pas évident. Ça permet donc de montrer de qualité, c'est que tu ne te décourages pas facilement dans l'adversité. Bien constater, d'ailleurs, c'est presque bizarre, parce que je sais que vous êtes très découragé, donc je ne sais pas quelle est ta
Maintenant, tu as écrit ça clair, donc je tiens aussi à souligner qu'on a beaucoup apprécié la présence de vie dans le groupe, qui nous permet d'être au courant de tout ce qui se passe dans la blogosphère, la psychosphère, la cryptosphère, et donc on va retourner sur notre pauvre monde de physiciens, on ne sera plus au courant de rien. Et maintenant que tu vas te lancer dans une carrière professionnelle dans le privé, j'espère que tu vas tirer parti de cette formation par la recherche de notre vie, notamment avec ce que tu as pu acquérir en termes de rigueur de raisonnement, dans l'administration. Je pense que ça devrait te servir. Je te souhaite bonne chance. Je vais essayer de tu étais digne du titre de docteur de l'Université Paris-Sud. Alors, les mentions n'existent plus, donc il n'y a plus de mention. La formule consacrée veut quand même que le jury t'accorde toutes ses félicitations pour le travail très important que tu as fait. Peut-être ce qu'on peut souligner en quelques mots, c'est que tu as présenté 2 résultats qui sont tous les 2 très importants. Et le mérite que tu as, va même encore au-delà de ça, c'est que peut-être ça n'était pas si facile au moment où tu as démarré ta thèse de se rendre compte de l'importance de ces résultats, parce qu'effectivement, dans le contexte du démarrage du LHC, il y avait certainement, on voyait des grandes découvertes, mais les progrès de la science ne marchent pas que par les grandes découvertes, et je crois que ce que tu amènes étaye de façon importante toute la connaissance qu'on peut avoir. Et donc, heureusement que tu as fait preuve d'une ténacité et d'une persévérance qui permettent aujourd'hui d'avoir ce résultat, alors que je crois que si Boris avait cherché à recruter un doctorant en sachant exactement quelle était la situation, peut-être il n'aurait pas trouvé, on aurait manqué quelque chose d'une certaine façon. Donc, on peut peut-être, le hasard ne fait pas si mal les choses que cela. C'est-à-dire, on a un résultat qu'on a failli pas avoir. Donc, bravo pour cela. Je voudrais tous vous remercier d'être venus, M. Sirois, Boris évidemment, M. Auger, Mme Chacho, Aurelio également, et Michel. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté de faire partie de mon jury. Et merci à Boris pour ces 3 années super. Merci.